Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Tangerine, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Elles ont changé la face du disque. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à tout un pan de la musique PG Harvey. Nous allons étudier le travail de la chanteuse anglaise, de comment est-ce qu'elle s'est renouvelée à chaque disque, on va analyser la capacité qu'elle a eue à rapidement s'imposer comme une référence contemporaine du rock en très peu d'albums, et surtout de comment est-ce qu'elle a refusé d'être assignée à un genre. Allez, on se regarde ça ensemble, c'est parti. Sheila Naguig est le morceau qui a fait connaître PG Harvey auprès du grand public. Mais avant d'en arriver là, donc au Reading Festival en 1992, il s'est passé pas mal de choses. PG Harvey, ou plus précisément Polly Jean Harvey, est née le 9 octobre 1969 dans le comté de Dorset, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Elle grandit dans la ferme familiale à Corscombe, un tout petit village de 400 habitants. Ses parents sont de grands amateurs de musique, ils organisent régulièrement des rencontres artistiques et des concerts. Ils lui font découvrir des groupes de blues rock comme Captain Beefheart, ou de musique plus populaire comme Bob Dylan qui influenceront plus tard son travail. À l'adolescence, elle apprend la guitare et se concentre surtout sur l'apprentissage du saxophone. Ça, c'est pour le côté musical. À côté, Polly Jean Harvey a également suivi des cours de théâtre, de sculpture et d'art visuel. Je le mentionne ici dans son cursus, vous allez comprendre un peu plus tard l'importance de l'art dans son développement personnel. En 1988, Polly, âgée de 19 ans, commence sa carrière musicale en intégrant le groupe anglais Automatic Dlamini en tant que saxophoniste, guitariste et choriste. Son passage dans le groupe lui permettra d'acquérir une première et solide expérience dans la musique, mais aussi dans la découverte de la scène et de la performance. Ce groupe est également la rencontre décisive avec John Parish, le chanteur qu'elle qualifie d'âme sœur musicale. Il accompagne Polly pendant toute sa carrière en tant que principal collaborateur et coproduira certains de ses albums. Sa petite amie de l'époque, Maria Moknaz, nouera des liens très forts avec Polly puisqu'elle s'occupera par la suite de la création de la plupart de ses pochettes d'albums, de ses clips vidéo et du développement de son image. 3 ans plus tard, en 1991, Polly quitte le groupe et propose à ses ex-collègues, Rob Ellis et Ian Oliver, de la suivre pour lancer le trio PG Harvey. Les débuts du groupe sont assez anecdotiques, voire désastreux. Ian Oliver, le bassiste, est très vite remplacé par Steve Vaughan, qui préfère retourner jouer avec son précédent groupe, donc Automatic Dlamini. L'une des premières dates du trio se fait dans une salle de quilles à Charmouth, dans le sud de l'Angleterre. Selon Polly, il y avait à peu près une cinquantaine de personnes présentes au début du show, pour n'en rester que 2 à la fin du premier titre. Tout ça pour que l'une des spectatrices présentes dans la salle s'approche d'elle et lui dise « Vous ne vous rendez pas compte que personne ne vous aime, je vous paierai pour que vous arrêtiez de jouer. » Comme quoi, le point de vue des autres sur votre travail ne concerne vraiment que les autres, il ne faut pas toujours suivre les voix extérieures. Bref, cette anecdote n'empêche pas le trio de continuer, puisqu'ils partent s'installer à Londres, font des rencontres, enregistrent une série de démos, les distribuent à plusieurs maisons de disques, et c'est le label Too Pure qui accepte de sortir Dress, le premier single du groupe. Le titre est très bien reçu par les critiques, à tel point que le groupe se voit être invité à la BBC au sein de l'émission de musique de John Peel. Le groupe y interprète 4 titres, dont Sheila Naguig, et s'inscrit dans la lignée des légendaires Peel Sessions. En 1992, le single sort, c'est un succès, il est encensé par la critique, et dans la foulée, le groupe sort son premier album, Dry, qui est également un gros succès. Tout le monde parle du groupe, et le concert au Reading Festival cette même année va générer une importante couverture médiatique par la suite. Premièrement parce que le festival a beaucoup fait parler de lui cette année-là, le line-up était assez incroyable, et également parce que la performance de PG Harvey était sensationnelle. Cette même année, le groupe part en tournée en Europe, aux États-Unis. Plein de séquences de ce tour sont compilées sur une cassette par Maria Moknaz, intitulée Reading with PG Harvey. Cette tournée, c'est un petit peu le début de la fin pour le trio tel qu'on le connaît. Un fossé se creuse au fur et à mesure du temps entre Polly et les membres du groupe. Le trio tel qu'on le connaît donne un dernier concert en première partie de U2 en 1993. Et Polly fait sa dernière apparition télé au Tonight Show de Jay Leno en interprétant une version solo de Rid of Me. Il faudra attendre un petit peu plus d'1 an, donc début 1995, pour que Polly revienne haut en couleur, en solo, avec un 3e album, To Bring You My Love. To bring you my love.
C'est à partir de ce moment que l'on va prendre conscience de l'une des caractéristiques qui fait la force de PJ Harvey. C'est une artiste qui n'aime pas rester dans sa zone de confort, à la fois musicalement mais aussi scéniquement parlant. Prenons par exemple ses albums par date de sortie. Dry en 1991 est le premier album qui pose les bases. Il s'inscrit dans des genres blues, indie, alternative rock. Il pose aussi un ton qui caractérise Polly, avec des paroles très poétiques, traitant à la fois de sexualité et de violence qui prennent tout leur sens lorsqu'elle les chante sur des riffs de guitare brutes et un peu répétitifs. Pour le deuxième album, Read of Me en 1994, les sonorités sont beaucoup plus grunge et punk tout en s'inscrivant dans la continuité du précédent opus, proposant une atmosphère plus chaotique à l'écoute. Pour les paroles, ce disque a une dimension plus féministe. Mais pour ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo. To Bring You My Love, 1995, troisième album et premier disque en solo. Les textes sont beaucoup plus axés sur des références bibliques. Dieu, Jésus, le paradis, etc. La religion est au centre des textes. Musicalement, l'album est considéré comme étant plus doux que les précédents, tout en étant beaucoup plus complexe, avec de l'orgue et du clavier pour remplacer certaines lignes de basse, et l'ajout d'une guitare supplémentaire. À travers ces éléments, elle en sort un album blues rock beaucoup plus gracieux. Ensuite, Is This Desire, 1999, s'éloigne complètement du style rock de la chanteuse pour s'orienter vers quelque chose de plus calme, subtil, avec des sonorités qui émanent de claviers électroniques. Toute la mélancolie et les difficultés de la vie qu'éprouvait Polly à cette période sont inscrites dans l'atmosphère de cet album, c'est le disque dont elle est le plus fière à ce jour. L'album de 2000, Stories from the City, Stories from the Sea, est beaucoup plus produit. Les mélodies sont plus sophistiquées, on y ajoute clavier et percussions, et aussi au niveau de la voix, on perd un peu ce côté grunge pour passer sur quelque chose de beaucoup plus rock, blues, pop. Concernant les textes, Polly évoque en majeure partie son rapport et son amour à la ville de New York dans laquelle elle vient de vivre. 2005, Her est entièrement écrit, composé, joué et enregistré par Polly, ce qui n'était pas arrivé depuis le disque de démo 4 Tracks Demos, sorti en 1993. Cet album s'inscrit dans la continuité du précédent pour ce qui est de la tendresse des paroles et du chant. A contrario, les guitares et le son reviennent à des bases plus brutales, sombres, sur des mélodies punk blues et folk. Son 7e album, White Shark, sorti en 2006, marque une rupture. Polly a appris le piano et l'a exploité à son niveau dans tout le disque, en chantant dans un registre beaucoup plus aigu que d'habitude. Concernant les paroles, elle continue de chanter sur des registres d'amour, d'amants possédés et autres thèmes sombres qu'elle a jusqu'ici toujours exploités de manière poétique. Pour Let England Shake en 2011, Polly décide d'enregistrer dans l'église Saint-Peter Ape dans le Dorset. C'est ce qui apporte ce côté voix évangélique, elle s'est imposée un ton plus lent, comme celui d'une narratrice. Les thèmes présents dans l'album ont une dimension historique, la Première Guerre mondiale et autres désillusions post-impériales. Pour les sonorités, on est sur un style beaucoup plus folk rock avec nuances à la Zombie ou même l'époque. Polly profitera de ce disque pour y jouer du saxophone, première utilisation depuis son tout premier groupe. Pour The Hope Six Demolition Project, le 9e album sorti en 2016, c'est l'un de ses disques les plus indie rock. Il reprend les codes du précédent avec des références instrumentales, des rythmiques de l'armée et des ambiances musicales de guerre, tout en dénonçant le projet américain Hope Six qui avait pour objectif de démolir des quartiers pour les rebâtir sous une étiquette de gentrification. Pour I Inside the All Year Dying, sorti en 2023, c'est très certainement son album le plus poétique avec une atmosphère mystique et fabulaire. Le point de départ de ce disque, c'est l'adaptation de son recueil de poèmes sorti un peu plus tôt en 2022, Hors l'âme. Les références à Shakespeare, au Christ et à Elvis y sont présentes. Elle s'exprime à la fois en anglais et dans un langage celtique du Dorset, avec des mots inventés, tout en y conservant son côté blues rock folk. La musique de PJ Harvey, que je qualifierais plutôt d'œuvre poétique, se développe dans une continuité logique du rock alternative, punk, blues et folk. Tous ces genres sont mélangés ou adaptés selon l'orientation de chaque nouveau disque. Et je n'ai parlé ici que des albums, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est son renouvellement en termes d'image et de prestance scénique. Polly aime créer une esthétique à chaque œuvre pour renforcer leur identité unique. Par exemple, pour son premier album, elle porte généralement des leggings avec un long manteau noir, un Marcel et des Doc Martens. Pour Read of Me, elle met des robes de bal avec des lunettes de soleil. Pour To Bring You My Love, elle commence à expérimenter son image avec quelque chose de plus théâtral, scénique,
avec du maquillage un peu plus excessif sur des idées empruntées au personnage de Ziggy Stardust. D'ailleurs, elle n'ira jamais dans le plus excentrique que ça, en expliquant que ce personnage était un masque à un moment de sa vie où elle n'avait plus du tout le sens de sa personnalité. Après, c'est resté plus sobre. Is This Desire, c'est joué autour d'une coupe de cheveux. Stories from the City, c'est le retour des robes de bal avec un côté un peu plus chic new-yorkais. Her, un style un peu plus rock avec leggings ou jupe en jean et t-shirt. De dos, on pourrait croire qu'il s'agit de Karen O des Ye Ye Ye. Wild Shack, pour traduire en français, une craie blanche, et reflète, comme on le disait tout à l'heure, quelque chose de beaucoup plus angélique, donc tenue blanche et coupe de cheveux bien coiffée. Et pour Let England Shake, Polly garde son côté blanc évangélique et ajoute une couronne de plumes noires rappelant les corbeaux présents sur la pochette de l'album. Il en est de même avec The Hope Six Demolition Project, Polly gardera une tenue et attitude similaires sur scène. Pauline Jean Harvey ne fait donc pas les choses à moitié, elle s'implique entièrement dans ses projets musicaux et les accompagne de A à Z, tout en essayant de se renouveler, c'est elle-même qui le dit. Quand je travaille sur un nouveau disque, la chose la plus importante est de ne pas me répéter. C'est toujours mon objectif, essayer de couvrir un nouveau terrain et me mettre vraiment au défi. Pour ce qui est des défis, il y en a un que nous n'avons pas encore abordé, c'est celui de l'étiquette. Nous venons de le voir, Polly a passé sa carrière à se redéfinir à chaque album. Lorsqu'elle a débuté, les premiers titres qui l'ont fait connaître auprès du grand public, comme Sheila na gig, Dress, Rid of Me ou encore Man Size, partagent tous la même chose, ils jouent avec les codes de la féminité romantique. La Sheila na gig est une sculpture figurative féminine qui présente une exagération du sexe. C'est une sorte de gargouille, une protection contre le diable et la mort majoritairement présente dans les îles britanniques. La sculpture met en avant une figure féminine protectrice. Dress fait le portrait d'une femme qui essaye d'impressionner un homme avec une robe rouge tout en la décrivant comme inconfortable. Au fur et à mesure que les paroles se dévoilent, le personnage féminin se rend compte que la tentative de séduction est un fiasco et que la robe est devenue sale. Dans ce titre, ce qui est évoqué, c'est le fait de ne pas se soumettre au désir sociétal de l'homme à travers le port de la robe comme outil de séduction qui va plus mettre la femme dans une mauvaise posture plutôt qu'être un atout. Man Size est un titre qui déconstruit le genre masculin. À travers les paroles, le caractère macho de certains hommes est mis en avant, de comment la taille est un élément important à leurs yeux et de comment ils pensent que leur masculinité leur permet de se sentir supérieurs aux autres. La double caractéristique qui vient générer une certaine ambiance sur ce titre, c'est qu'il y a deux versions. Dans la première version, la voix de Polly est très faible, presque étouffée pendant 60 secondes, avec une ligne de guitare et très peu de batterie. Et c'est après une minute que toute la force des instruments, avec un gros riff de guitare, arrive en appuyant bien fort sur le refrain pour renforcer l'importance du terme. Dans la deuxième version, Man Size Sextet, il y a une ambiance très différente, puisque les instruments à cordes, comme le violon, viennent poser une atmosphère d'insécurité et de détresse. I'm coming up man size, skinned alive. Polly chante en serrant très fort ses lèvres pour renforcer le sentiment d'oppression. Il en découle une forme de mainmise d'un être sur un autre, comme si la personne qui chantait essayait de communiquer à travers la voix un sentiment d'emprise sur elle. Et enfin, dernier exemple, le titre Rid of Me, l'un des plus représentatifs de l'album du même nom à l'ambiance très psychotique. C'est l'un des seuls titres pour lequel Polly a officiellement déclaré qu'elle s'était en partie inspirée d'elle, d'une relation qu'elle avait eue. Les paroles de ce titre racontent avec violence une forme d'attachement et de difficulté à se séparer de l'autre. Par ailleurs, le titre existe en deux versions, l'une enregistrée avec le trio du début sur le premier album, et l'autre intégralement performée par Polly, diffusée plus tard dans 4-track démo. Cette dernière version, un peu plus brute, avec seulement une guitare, vient renforcer chez nous à l'écoute le sentiment d'intimité, la sensibilité, et vient ajouter une notion un peu plus oppressante avec un tempo plus rapide. En fait, Rid of Me n'est pas juste une chanson de rupture mélancolique, c'est tout l'opposé. C'est assez violent, sombre, ce qui met en avant Polly Jean Harvey comme une personnalité forte à parler d'émotions avec intensité et violence, tout en étant accompagnée par de puissants instruments. Tous ces titres que nous venons d'entendre mettent en avant certains codes féministes, dénonciation du machisme, mise en avant de figures à caractère féminine, et surtout
Polly se retrouve être une personnalité forte sur une scène rock. En plus de cela, beaucoup ont vu chez elle une posture de femme respectée, entourée d'hommes au sein du groupe, mais aussi à travers les différentes collaborations qu'elle a pu avoir, comme avec Thom Yorke, Nick Cave, Josh Homme et j'en passe. En plus, au début des années 90, le Riot Grrrl, le mouvement musical à la croisée entre le punk et le rock aux idées féministes, fait son émergence. De ce fait, beaucoup de personnes, et notamment des journalistes, l'ont associé à ce mouvement. Et c'est à ce moment précis que Polly a déclaré qu'elle ne se considérait pas comme féministe. Je ne me considère même pas comme étant une femme la moitié du temps. Quand j'écris des chansons, je n'écris jamais en pensant au genre. J'écris sur les relations entre les individus. Je suis fascinée par des choses qui pourraient être considérées comme répugnantes ou embarrassantes. J'aime ressentir un sentiment d'instabilité et d'incertitude. Et ça a été une déception pour beaucoup de gens, mais dans ses propos, Polly ne rejette pas le féminisme. Elle dit vouloir être considérée comme artiste avant tout. Elle a simplement refusé d'être étiquetée pour ne pas se retrouver mise dans une case. Ce qui en fait une force incroyablement puissante, puisque personne, et les journalistes encore moins, n'ont réussi à la catégoriser. Elle a toujours su et réussi à osciller entre plusieurs genres, et c'est notamment ce qui lui a permis de se renouveler. Et c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup d'artistes se sont retrouvés enfermés dans des cases sans jamais pouvoir en sortir, ou lorsqu'ils ont réussi à s'en sortir, c'est avec une perte de leur public. Ce qui n'a pas été le cas de PJ Harvey, puisque lorsque l'on demande c'est qui, ou plutôt c'est quoi PJ Harvey, eh bien il est difficile de le définir avec des mots. Tout passe par l'écoute. En fait, toute la subtilité réside dans ce jeu qu'elle fait avec les codes de la féminité romantique, qu'elle réarrange à sa manière pour parler de situations et de personnes qu'elle invente avec psychose, poésie et une forme de second degré façon humour noir. Donc voilà, si vous vous demandiez comment PJ Harvey s'est créée, imposée, développée, et surtout comment est-ce qu'elle a réussi à perdurer dans le temps, c'est grâce à sa musique relativement unique, qui lui est propre, et à la qualité de ses paroles qui en font une poétesse moderne. À ce jour, Polly Jean Harvey est la seule artiste à avoir obtenu 2 fois le Mercury Prize. Le premier en 2001 pour son album Stories from the City, Stories from the Sea, et le deuxième pour Let England Shake en 2011. Son travail, à la fois de composition mais aussi d'écriture, lui a valu d'influencer plusieurs générations d'artistes, comme Karen O des Yé Yé Yé, Jenny Bess ou encore Saint-Vincent. L'autre tout petit détail dont je ne vous ai pas parlé, qui a contribué à renforcer sa personnalité unique et pleine d'empathie, c'est l'aspect authentique. Elle est née dans une petite campagne de 400 habitants dans le Dorset, elle a grandi à la ferme et ne s'en est pas cachée. Elle n'a jamais renié ses origines, elle en parle de manière récurrente et lorsqu'elle a connu la célébrité, elle a continué d'y vivre, même entre 2 concerts en Californie. Yeah, it's a working farm. It's mostly a sheep farm, and so when I'm home, I still help with dipping the sheep and I help wringing the lamb's tails and wringing testicles and things like that. Wringing testicles. You know, it's interesting. We have a number of people on our staff. We're very good at that. What is that? Is that like castrating the sheep or something? Yeah, you have to do it. It's for the male lambs that you don't want to become rams. You have to wring their testicles with a rubber band. Wow. And after about 2 weeks, they drop off. Voilà, c'est tout pour PJ Harvey. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode du format Elles ont changé la face du disque. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des trucs. Je vous invite à me donner votre avis en commentaire. Bien évidemment, tous les éléments, que ce soit sources, sessions musicales ou interviews, sont disponibles en description dans leur intégralité. Vous pouvez aussi vous abonner, liker et partager cet épisode autour de vous, ça m'aide beaucoup. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Salut!